Jonathan Perry, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous êtes grand reporter, vous collaborez régulièrement avec Omerta. Et dans notre dernier numéro, vous avez réalisé un reportage extrêmement intéressant sur les derniers vétérans du débarquement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce reportage? Comment vous est venue l'idée? En fait, c'est une idée qui remonte à pas mal d'années au début de ma carrière. À partir de 2005, juste après ma graduation à l'université, j'ai eu l'idée de commencer à photographier avec un vieux moyen format, avec des interviews, c'est des vétérans. Alors, j'ai commencé en Californie, en fait, donc des Américains. Et après en avoir photographié quelques-uns, l'idée a commencé à émerger de faire quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus grand, on va dire. Et en fait, pendant presque 10 ans, bon, de manière assez alternée, j'ai voyagé le monde pour photographier un maximum de vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée, c'était de couvrir un maximum de nationalités, donc l'Axe et les Alliés, de faire les deux côtés, avec des interviews à l'appui, afin de réunir en fait un maximum de nationalités pour montrer le côté vraiment international du second conflit mondial. Et à la fin, le dernier que j'ai dû photographier, c'était des Ukrainiens qui s'étaient battus du côté allemand. Et eux, j'ai réussi à les photographier il y a récemment. Et il m'en restait deux, en fait, qui étaient basés à New York. Et D'accord. l'idée, c'était vraiment de réunir un maximum de personnes. Je crois qu'à la fin, j'avais à peu près 62 nationalités, avec 250 vétérans. Évidemment, dans ce lot-là, il y avait beaucoup de vétérans qui se sont battus pour la bataille de Normandie. Oui, alors effectivement, le reportage qui est présenté dans nos colonnes concerne les vétérans du jour J. Vous avez alors des Américains, des Australiens, des Britanniques, des Français, des Allemands, des Tchèques, des Polonais qui se sont battus sous tous les uniformes. Est-ce que ça a été particulièrement difficile de retrouver certains d'entre eux? Et je pense notamment aux vétérans allemands qui n'avaient peut-être pas forcément envie de mettre cette expérience en avant. Alors oui, c'est vrai que tout au long du projet et en partie et aussi pour les vétérans qui nous concernent sur la bataille de Normandie, les plus durs auront toujours été ceux qui se sont battus du côté de l'Axe. Et en particulier les étrangers qui se sont engagés dans la Wehrmacht ou dans la SS, ça dépendait. Et là, ça a été très compliqué. Il y a eu des recherches ou des demandes qui ont duré des mois. Beaucoup ont dit non, puis certains ont dit oui. Et j'ai dû voyager pour aller les rencontrer. Par exemple, un des vétérans que je vous ai envoyé est un Allemand. Bon, lui, il est allemand, allemand de naissance, donc ça a été assez facile. Et lui, je l'ai rencontré en Normandie, dans le village où il s'est battu contre les forces anglo-saxonnes. Parce qu'après la guerre, il y est retourné et il s'est marié avec une Française du coin, en fait, je crois du même village. Et donc, quand je suis allé le rencontrer dans ce petit village normand, ben, il était là dans sa maison avec sa femme française. Et on a fait un interview assez intéressant. Il était chargeur de chars Tigre dans la Wehrmacht. Je crois que c'est dans la 21e Panzer, je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Et donc, lui, ça n'a pas été trop dur, mais pour d'autres, en effet, ça a toujours été un peu compliqué du côté de l'Axe. Oui, oui, effectivement, c'est donc Herbert Drossler Français, voilà. donc qui a été capturé, qui est resté dans un camp de prisonniers dans la région, qui ensuite a fait racine, si j'ose dire. C'est effectivement un cas assez inhabituel. Oui, bon, il était très jeune, donc je pense que les combats ont dû le marquer très profondément. Donc, et ça dure. Bon, les gens après réagissent différemment par rapport à les expériences de combat. Lui, il a voulu retourner à ses sources, si je peux dire, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent, je posais la question à ces anciens de ce qu'ils pensaient des combattants à l'époque contre qui ils se battaient. Mais c'est sûr, ils parlaient d'eux surtout avec respect par rapport au courage, par rapport à la mort que tout le monde affrontait des deux côtés. Et donc, je pense que ça a vraiment été, donc c'est vraiment été l'idée du projet, c'était de réunir un maximum de nationalités différentes pour montrer vraiment une humanité d'une certaine manière de chacun de ces vétérans qui étaient des jeunes types qui étaient soit volontaires ou qui ont été engagés dans leurs armées. Et c'était la période, c'était l'époque. Et donc, l'idée, c'était de ne pas juger d'une manière ou d'une autre pourquoi et comment ces vétérans se sont retrouvés dans les combats.
car après tout, quand il s'agit d'affronter la mort, on est tous un peu à la même enseigne. Oui, tout à fait. Alors, une chose qui est assez frappante dans cette sélection de vétérans que vous nous avez proposée, il y a beaucoup d'aviateurs. Est-ce que c'est vous par goût personnel pour l'aviation, vous avez des affinités? Est-ce que c'est tout simplement qu'il y avait un taux de mortalité moindre dans l'aviation que dans l'infanterie? Alors, en effet, il y a certaines, par exemple, bon, là, je décale un petit peu, mais par exemple, juste pour donner un exemple, puis je reviendrai sur nos vétérans de la bataille de Normandie, j'avais passé pas mal de temps en Arménie et beaucoup de l'infanterie avait été détruite pendant les combats et certes, la plupart de ceux que j'ai rencontrés étaient des artilleurs. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est parce qu'ils étaient un peu plus loin du front, donc les pertes de leur côté étaient probablement un peu moins lourdes, en tout cas par rapport à la seconde moitié du conflit. Euh, pour revenir à nos vétérans sur la Normandie, en effet, certaines unités d'infanterie ont été largement décimées, donc c'était très difficile de trouver des vétérans. Souvent, ceux qui avaient survécu étaient déjà morts ou c'était en plus petit nombre, et j'ai pas réussi à les localiser. Donc pour les pilotes, ça a été un petit peu plus facile. Puis après, bon, il y a une question de chance parce qu'on rencontre des gens, puis on a des associations qui te mettent directement en relation avec ces gens. Et certaines relations choisissent un peu pour toi les vétérans qu'ils ont envie de rencontrer, parce qu'il y a certains vétérans qui ont des résumés assez impressionnants, et je parle particulièrement de Klosterman, Pierre Klosterman, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Moi, là, je suis allé chez lui directement, ou Oui, quelqu'un, oui, oui. Pierre Mesmer, qui lui, là, ça a été un contact direct, et j'ai eu l'honneur aussi de le rencontrer. Oui, alors effectivement, c'était ma question suivante. Il y a certains de ces vétérans qui sont très célèbres. Donc, vous avez cité Pierre Klosterman, vous avez cité Mesmer. Klosterman a bercé des générations d'enfants et de jeunes avec ses récits de pilotes de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Cirque notamment. J'en ai fait partie. Et Pierre Mesmer a bon, une carrière à la fois militaire et politique tout à fait extraordinaire. Ça, ce sont un petit peu, je dirais, peut-être les deux stars, en tout cas du point de vue français, de ce reportage. En ce qui concerne tous ces anonymes, alors qu'ils sont pilotes de chasse, mais qui ne sont pas devenus des as ou pilotes de bombardier, ce qui est souvent moins mis sur les feux de la rampe, ou donc les fantassins, les servants de char, etc. Ça a dû être beaucoup plus délicat de les identifier. Oui, c'est vrai que quand il s'agit de ce qu'ils appelaient à l'époque la reine des batailles, donc l'infanterie, c'est vrai que c'est plus, comment dire, c'est plus anonyme hein, par rapport à leur nombre, par exemple, ou les faits d'armes sont peut-être moins connus, les choses comme ça. Mais il y a un des autres vétérans qui venait des Sudètes que j'ai mis dans la sélection. Lui était très connu, il est mort maintenant, mais il était très connu en Autriche ou en Allemagne, parce qu'en fait, il oscillait un peu des deux côtés, car ça a été un soldat qui s'est battu dans les blindés de reconnaissance allemands. Et lui était devenu une grande star en Autriche quand je l'ai rencontré, en grande partie pour ses faits d'armes. Donc il a fait, si je me souviens bien, il a fait l'Afrique du Nord, il a fait la Russie, puis il a fait les Ardennes, enfin la Normandie évidemment. Donc, à partir de là, il y a des livres qui ont été écrits ou qu'il a écrit lui-même. Il avait fait aussi à 80 ans, il avait gravé le Kilimandjaro. Donc, on parlait de ça, j'étais allé le voir. Et évidemment, les gens qui me l'avaient présenté étaient très fiers de ça. Donc, il y avait ce côté euh, historique qui les intéressait beaucoup. Et donc, lui, il n'était pas pilote, évidemment, il était dans l'armée de terre. Oui, oui, oui. Ernst Gottstein, Ernst Gottstein, voilà, c'est ça. Gottstein, oui, qui effectivement s'est battu sur absolument tous les fronts côté allemand et J'ai survécu. a quand même survécu, ce qui en soi est probablement un exploit. Est-ce que, est-ce qu'il y a, il y a certains autres de ces vétérans, alors pour le coup, qui sont peut-être un petit peu plus unanimes, mais qui vous ont touché humainement particulièrement? Euh, le général Guéguin, qui est français, lui, il était pilote. De Mosquito, si je me souviens bien. Lui, il m'a touché quand je l'ai rencontré. J'ai rencontré à Paris, on me l'a présenté. Je l'ai interviewé, photographié dans l'association même où les anciens
de pilotes français qui sont battus dans la RAF. Et c'était émouvant parce qu'on sentait une grande nostalgie chez lui, malgré ce qu'il avait vécu et les combats. Et beaucoup de ses camarades étaient abattus, en fait. Il m'expliquait comme ils faisaient comme un peu des bombardiers en piqué, ils attaquaient des cibles au sol. Les Allemands avaient ces fameux canons de 20 mm très efficaces et à chaque fois, ils avaient des pertes et les avions étaient abattus. Donc on sentait encore que malgré toutes ces décennies, il y avait encore énormément de fractures dans cette personne. Bon, lui, il l'a montré un peu plus que les autres, en particulièrement un certain nombre de camarades qu'il avait qui sont morts, qui se sont écrasés pendant les combats, des choses comme ça. Donc c'est une drôle de manière de revenir en arrière avec eux et de se souvenir avec eux, au moins d'essayer de comprendre un peu comment ils ont vécu la guerre, pas seulement les combats mais surtout les pertes des amis Mm. des amitiés qui se sont formées pendant la guerre et des gens qu'ils ont laissés derrière eux. Ça, c'est assez émouvant. Et parlant d'amitié, est-ce qu'il y a eu des amitiés ou en tout cas des liens forts qui se sont créés entre anciens adversaires? Est-ce que vous avez eu vent voilà, de vétérans des deux camps, enfin du camp de l'Axe ou du camp des Alliés, qui auraient pu se rencontrer après la guerre à l'occasion de commémorations, par exemple, et voilà, nouer des liens. Vous disiez tout à l'heure que lors de ces interviews, chacun avait en tout cas du respect pour l'ennemi d'alors, pour son courage, pour le fait qu'ils affrontaient la mort. Mais est-ce que ça a pu aller au-delà? Oui, je pense que c'est surtout le cas pour les anciens qui ont fait la bataille de Normandie, qui revenaient peut-être pas tous les ans, mais plus ou moins régulièrement sur les champs de bataille de Normandie ou pendant les commémorations, dans celle qui va venir. Là, il doit plus vraiment rester beaucoup. Mais on voyait des anciens de l'armée allemande qui venaient, et certains, en effet, avaient des amitiés qui s'étaient greffées l'une à l'autre après la guerre, essentiellement par les associations, des choses comme ça, ou après les rendez-vous qu'il y avait pendant ces commémorations. Et on voyait bien que c'était pas, bon, le temps répare pas mal de choses. Par contre, on ne voyait pas ça du côté de ceux qui se sont battus sur le front de l'Est. Ça, par contre, il y a pas eu quasiment pas. Le respect était plus, bon, quand je posais la question à ces vétérans de l'armée rouge, si, qu'est-ce que vous pensez du soldat allemand, tout ça, alors là, ils parlaient de courage, des choses comme ça. Bon, ça, c'était à distance d'une certaine manière, mais je sais qu'il n'y a jamais eu vraiment de réunion à ce niveau-là. Ça, c'était vraiment plutôt du côté du front occidental. Et je Mm. pense en partie parce que les combats étaient très durs, très violents, mais c'était quand même pas tout à fait la même guerre. D'une certaine manière, c'était deux guerres différentes. La guerre sur le front de l'Est est vraiment très particulière dans sa violence, des massacres, des choses comme ça. Et sur le front de l'Ouest, c'était une guerre très violente aussi, mais on prenait plus de prisonniers, il y avait plus un entendement de ce côté-là. Je vois. Alors, justement, parlant du front de l'Est et du front de l'Ouest, on a appris récemment que donc, Emmanuel Macron avait invité le président Zelensky aux commémorations des 80 ans du débarquement, alors que la Russie, qui est donc quand même l'héritière de l'Union soviétique, qui s'était battue contre l'Allemagne nazie, elle n'est pas conviée. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est un camouflet supplémentaire. On voit bien que notre système diplomatique, qui est une vieille tradition française, n'existe plus. En tout cas, on est dans l'humiliation. C'est pas du tout ce que les nations doivent se faire les unes les autres entre elles, surtout quand il s'agit de grandes commémorations comme ça, où on a été des alliés. Et en effet, tout le monde le sait maintenant, évidemment, la Russie a causé les 70% de pertes de l'armée allemande en général, tout compris. Donc l'effort de guerre était essentiellement là-bas. Les alliés ont pu probablement progresser grâce à ça. Il y avait eu l'opération Bagration en juin 1944 qui a détruit toute l'armée groupe centre, et s'il n'y avait pas eu ça, bref. Ce que je veux dire, c'est que bon, il y avait déjà eu ça sous Hollande, donc c'est des choses qui continuent, qui personnellement me révulsent un peu évidemment, mais qui ne m'étonnent pas. Et si je peux me permettre de continuer un peu plus loin dans l'affaire, c'est en connaissant un peu qui est Macron et ce qu'il représente, c'est logique qu'il pense ça et qu'il invite les Ukrainiens, même si on sait que les Ukrainiens ont quand même joué un double jeu
pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup se sont joints dans la SS, on le sait. Pas mal ont collaboré, surtout pour tout ce qui est déportation des Juifs, un peu comme en Biélorussie, donc c'est compliqué. Puis il y a ceux qui ont été les partisans, qui sont battus du côté russe. Donc il y a eu les deux côtés. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'accusations aujourd'hui dans l'armée ukrainienne d'éléments néo-nazis. On sait, bon, moi j'ai vécu sur le front personnellement avec Haïdar et tout comme ça. Il y a eu des éléments, c'était pas majoritairement là, mais il y en avait quand même. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué que quelqu'un qui prétendait à un moment de vouloir essayer de calmer les choses avec la Russie, en fait, fait le contraire. Et là, on le voit aussi avec, disant qu'ils vont envoyer des troupes françaises en Ukraine. Donc c'est dommage et c'est un affront pour les vétérans et pour beaucoup de gens qui pensent qu'il faut peut-être passer à autre chose, quoi. Mais alors justement, tous ces vétérans que vous avez rencontrés au fil des années, là maintenant ça fait 80 ans que le débarquement a eu lieu, si vous pouvez offrir une espèce de synthèse en fait du message qu'ils peuvent nous donner euh, voilà, par rapport au conflit actuel, par rapport au risque de conflit actuel, eux qui ont vécu quand même le conflit le plus dantesque du XXe siècle en tout cas. Alors je dirais une chose, c'est que les vrais pacifistes sont ceux qui ont fait la guerre, à mon avis. Ceux qui ont vraiment connu le combat. Ou la violence de la guerre, de la mort, enfin tout ce qui entoure ces événements, les événements militaires, contrairement aux gens qui sont loin de tout ça et qui prêchent la guerre, essentiellement dans les cercles néoconservateurs américains, ou maintenant de plus en plus en Europe et moins aux États-Unis. D'ailleurs, c'est assez drôle, d'ailleurs, parce que les Américains ne veulent pas l'éclatement du conflit, mais les Européens la cherchent de manière complètement irresponsable. Et je pense que pour les gens qui écouteront cette interview, ou qui suivent l'Ukraine, ou tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, où on voit bien que le monde est en train de se fracturer, en tout cas de se reformer, et souvent ça se fait de manière dangereuse. C'est un rappel à l'ordre pour nous tous, parce que si les choses dégénèrent d'une manière ou d'une autre, les gens souvent qui prêchent la guerre sont les premiers à pleurer et à aller se cacher. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs. Donc, je pense que la réalité va faire boomerang et va nous revenir en plein dans le visage, surtout en Europe, moins aux États-Unis, parce qu'on est un peu plus loin aux États-Unis. Et je pense que beaucoup d'Américains ont pris leur distance avec l'Ukraine et qu'ils en ont marre d'envoyer des dizaines de milliards de dollars pour un conflit qui a été en gros déjà perdu. Euh, donc, je pense que le problème est plus par rapport à l'Europe. Et moi, je sais à titre personnel que beaucoup de gens autour de moi qui maintenant étaient très pro-Ukraine pour faire la guerre, maintenant commencent à changer d'avis. C'était un peu tard. Je ne sais pas quelles sont les pertes de l'armée ukrainienne, mais on est dans les centaines de milliers de morts maintenant déjà, donc tout ça pour rien. Et ceux qui payent les pots cassés, évidemment, c'est les Ukrainiens, en grande partie, et puis les Russes un peu moindre. Donc je dirais aux gens un peu de se calmer, parce que si les choses sont au vinaigre, là, on va vraiment pas rigoler. Très bien. Mais, Jonathan Alperi, merci beaucoup. Merci pour ces propos et cette vision extrêmement enrichissante. Et donc, certainement à très bientôt pour de nouveaux grands reportages pour Omerta. Merci beaucoup. Merci beaucoup.